Cassandra Whitmore se tenait au milieu d'une salle d'audience fédérale à Manhattan. Elle tenait encore sa serpillière à la main, tandis que toute la salle plongeait dans le silence. Je le défendrai, a-t-elle dit. Sa voix tremblait, mêlant peur et détermination. Ses doigts fins serraient le manche de la serpillière, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. À la table de la défense, Gabriel Thornton, le chef de la mafia le plus célèbre de New York, venait d'être abandonné à l'unisson par sa propre équipe de 8 avocats. Il a levé la tête et l'a regardé de ses yeux gris et froids. Pour la première fois, une lueur différente y est apparue. De la curiosité. Aucun d'entre eux ne savait que ce simple moment marquerait le début d'une révélation. La révélation de l'une des plus sombres conspirations de l'histoire de la haute société new-yorkaise. Une conspiration qui avait coûté la vie à l'homme qu'elle aimait 7 ans plus tôt. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire émouvante de justice, de courage et d'amour inattendu, dites-moi d'où vous nous regardez dans les commentaires. Et si vous croyez que tout le monde mérite une seconde chance dans la vie, qu'il s'agisse d'un puissant caïd ou d'une discrète agente d'entretien, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Les histoires de personnes qui renaissent de leurs cendres, comme Cassandra, méritent d'être racontées, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Maintenant, voyons ce qui a poussé une brillante avocate, autrefois écrasée par le système, à oser se lever pour protéger l'homme que le monde entier qualifie de criminel. Mais avant que tout ne commence à changer, qu'est-ce qui, selon vous, a poussé Cassandra, une femme qui avait presque tout perdu, à sortir de l'ombre à ce moment fatidique? Si cette histoire vous touche, appuyez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de se rappeler que l'espoir est toujours là. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires émouvantes à venir. Il y a 7 ans, Cassandra Whitmore n'était pas la femme qui se tenait dans une salle d'audience et avec une serpillière à la main. Elle était une étoile montante de la faculté de droit de Harvard, la major de sa promotion, avec un avenir éblouissant qui s'étendait devant elle. Un de ses professeurs disait « Cassandra avait quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Un instinct pour la loi, un don pour voir les failles dans un argument que tout le monde ignorait. Et plus que tout, un cœur qui ne s'est jamais accommodé de l'injustice. À 23 ans, elle a reçu des offres de 3 des plus grands cabinets d'avocats de New York. Chacun lui promettait un salaire à 6 chiffres et une voie rapide vers le succès. Mais Cassandra n'a choisi ni l'argent, ni le prestige. Elle a choisi Ethan Whitmore. Ethan avait 5 ans de plus qu'elle. C'était un avocat spécialisé dans les droits de l'homme, travaillant pour une petite organisation à but non lucratif à Manhattan. Il n'était ni riche ni puissant, mais il avait les yeux bruns les plus chaleureux que Cassandra ait jamais vus. Et une conviction féroce que la loi existait pour protéger les vulnérables, pas pour servir les riches. Ils se sont rencontrés lors d'une audience où Cassandra était stagiaire. Et dès l'instant où Ethan s'est levé pour défendre un sans-abri faussement accusé de vol, elle a su qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie. Leur mariage a eu lieu dans une petite église de Brooklyn avec seulement 20 invités. Pas de robe coûteuse, pas de réception somptueuse. Mais quand Ethan a pris sa main et a prononcé ses vœux, Cassandra s'est sentie la femme la plus heureuse du monde. Ils ont loué un petit appartement dans le Queens, juste assez d'espace pour 2 personnes et leurs rêves démesurés. Ethan a continué son travail et Cassandra a rejoint le cabinet de son mari en tant qu'avocate stagiaire. La vie n'était pas opulente, mais ils savaient l'un l'autre, et c'était suffisant. Puis tout a changé quand Ethan a accepté une affaire contre Cole Enterprises. Harrison Cole était l'un des hommes les plus puissants d'Amérique. Le président-directeur général d'un immense conglomérat énergétique avec des liens complexes dans la politique et la finance. Un ancien employé de Cole est venu voir Ethan avec des preuves. L'entreprise se livrait au trafic d'armes illégales, blanchissait de l'argent par le biais de projets caritatifs fictifs et était même liée à la mort de personnes qui avaient osé s'élever contre elle. Ethan savait que c'était l'affaire la plus dangereuse de sa carrière, mais il ne pouvait pas reculer. Cassandra se souvenait encore de leur dernière nuit ensemble. Ethan était à son bureau bien après minuit, entouré de centaines de pages de documents. Elle lui a apporté une tasse de café et lui a demandé s'il était sûr de vouloir continuer. Ethan l'a regardé avec des yeux lourds de fatigue, mais illuminés de détermination. Et il a dit que s'il ne le faisait pas, personne d'autre ne le ferait. Que la justice n'arrive pas toute seule.
Quelqu'un doit se battre pour elle. Ce furent les derniers mots qu'elle entendit de son mari. Le lendemain matin, et en se rendant au tribunal, la voiture d'Ethan a perdu le contrôle et a plongé dans le fleuve Hudson. La police a conclu à un accident causé par un pneu éclaté. Mais Cassandra connaissait la vérité. Elle le savait parce qu'une semaine seulement après les funérailles d'Ethan, chaque élément de preuve dans l'affaire Cole Enterprises a disparu du bureau. Et 2 semaines plus tard, elle a été accusée de falsification de documents juridiques, de complot en vue de commettre une fraude et d'obstruction à la justice. L'audience s'est déroulée si vite que cela semblait irréel. Des témoins que Cassandra n'avait jamais rencontrés sont venus à la barre et ont juré l'avoir vue fabriquer des preuves. Des courriels qu'elle n'avait jamais écrits ont été présentés comme preuves. L'avocat qu'elle avait engagé s'est retiré au tout dernier moment et le remplaçant semblait travailler plus pour la partie adverse que pour la défendre. Finalement, Cassandra a été déchue de sa licence d'exercer le droit. On lui a interdit de mettre les pieds dans une salle d'audience en tant qu'avocate. Elle a tout perdu en moins de 2 mois. Son mari, sa carrière, son nom, son avenir. Mais la partie la plus brutale n'était pas encore terminée. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle avait 18 ans, la laissant seule avec sa jeune sœur, Maddie, qui n'avait alors que 12 ans. Cassandra avait passé toute sa jeunesse à étudier et à travailler, élevant sa sœur tout en poursuivant un rêve. Maintenant, avec sa réputation détruite et pas un dollar de côté, elle devait trouver un moyen de les nourrir toutes les deux. Aucun cabinet d'avocats ne voulait d'elle. Aucune entreprise ne voulait embaucher quelqu'un accusé de fraude. Finalement, le seul travail qu'elle a pu trouver était celui d'agente d'entretien au palais de justice fédéral de Manhattan. Le même palais de justice où Ethan s'était battu pour la justice, l'endroit où leur rêve était mort. 7 ans plus tard, la vie de Cassandra Whitmore commençait à 4 heures du matin, chaque jour. New York était encore plongée dans l'obscurité et les rues du Bronx étaient si vides qu'elles en paraissaient sinistres. Son studio se trouvait au 5e étage d'un immeuble délabré. L'ascenseur y était plus souvent en panne qu'en service, et le bruit des rats qui couraient dans les murs était devenu la bande-son familière de chaque nuit. La pièce ne faisait qu'environ 20 mètres carrés. Juste assez d'espace pour un lit simple et étroit, une minuscule cuisine avec 2 brûleurs à gaz et un coin qu'elle appelait le salon, uniquement parce qu'elle y avait placé une chaise qu'elle avait récupérée sur le trottoir. Le loyer était de 1 800 $ par mois, ce qui représentait une part importante des 4 200 $ qu'elle gagnait en tant que membre senior du personnel d'entretien, y compris les heures supplémentaires. Ce qui restait, elle le divisait en plus petites parts pour l'électricité, l'eau, le métro et la nourriture. Les bons mois, il lui restait encore un peu d'argent à envoyer à Maddie, même si sa sœur refusait toujours de le prendre. Cassandra n'allumait pas les lumières quand elle se réveillait. Elle était habituée à l'obscurité, et de toute façon, une facture d'électricité d'hiver suffisait à la forcer à sauter le déjeuner pendant une semaine entière si elle ne faisait pas attention. Dans la faible lueur des lampadaires qui filtraient par la fenêtre, elle se dirigea à tâtons vers la cuisine. Elle fit bouillir une bouilloire et prépara un café noir, sans sucre, sans lait. Le petit déjeuner se composait de 2 tranches de pain un peu rassis, le genre qu'elle achetait à prix réduit à la boulangerie du coin chaque samedi soir. Pendant qu'elle attendait que l'eau bouille, Cassandra se tenait devant le seul mur qui portait quelque chose. C'était une photo de mariage dans un simple cadre en bois. La seule chose qu'elle avait emportée de son ancien appartement du Queens après avoir tout perdu. Sur la photo, Ethan souriait. Ses yeux bruns et chaleureux la regardaient comme si elle était de son monde entier. Et elle avait 23 ans, les cheveux relevés, portant une simple robe blanche empruntée à une friperie. Pourtant, elle souriait si brillamment, comme si elle possédait tout dans la vie. 7 ans avaient passé et Cassandra parlait encore à cette photo chaque matin. Aujourd'hui, comme toujours, elle a murmuré qu'elle était toujours là, qu'elle l'attendait toujours, qu'elle tenait bon, qu'elle n'oubliait pas la promesse qu'elle avait faite. Elle trouverait de la vérité et elle ferait payer ceux qui lui avaient volé sa vie. Son téléphone a vibré, la tirant de cette conversation silencieuse avec le défunt. Un message de Maddie, sa sœur, maintenant âgée de 19 ans. Elle était en 2e année d'informatique à l'Université de New York, grâce à une bourse d'études complète et prestigieuse. Le message disait « N'envoie pas d'argent ce mois-ci. Je viens de trouver un travail à temps partiel au laboratoire. Le salaire est suffisant pour vivre. Garde-le et achète-toi quelque chose de chaud.
Il fait si froid. Cassandra a souri, une expression rare sur un visage qui avait oublié comment montrer ses émotions depuis longtemps. Maddie était toujours comme ça, têtue et indépendante, exactement comme Cassandra l'avait été autrefois. Cassandra a répondu par texto « Concentre-toi sur tes études, je m'occupe de l'argent » et a posé le téléphone, sachant que Maddie n'écouterait pas. À 5 heures, Cassandra est sortie de l'appartement. Son souffle se transformait en une fumée blanche et pâle dans le froid hivernal de New York. Elle a marché 15 minutes jusqu'à la station de métro, s'est pressée parmi les autres travailleurs matinaux et a commencé le trajet d'1 heure jusqu'au palais de justice fédéral de Manhattan. Les gens lui demandaient souvent pourquoi elle ne trouvait pas un travail plus près de chez elle. Pourquoi elle s'infligeait un trajet si long, si épuisant? Elle ne répondait jamais. Car la vérité, c'est que Cassandra avait choisi de travailler dans ce palais de justice, non pas parce qu'elle avait besoin d'argent, même si c'était le cas, mais parce que c'était là qu'Ethan s'était battu. C'était là qu'il avait défendu les vulnérables, là où il avait cru en la justice jusqu'à son dernier souffle. Chaque jour, elle nettoyait ses couloirs. Chaque jour, elle regardait les procès se dérouler. Elle se rappelait le vœu qu'elle avait murmuré devant cette photo de mariage, qu'elle n'oublierait jamais, ne pardonnerait jamais et n'arrêterait jamais jusqu'à ce que Harrison Cole paye pour ce qu'il avait fait. Pour le monde, Cassandra Whitmore n'était qu'une agente d'entretien invisible. Un fantôme glissant dans les couloirs du palais de justice que personne ne prenait la peine de voir. Mais à l'intérieur d'elle, le feu couvait toujours, attendant le jour où il pourrait enfin s'embraser. Tandis que Cassandra Whitmore commençait sa journée avec un café noir et du pain rassis dans son appartement exigu du Bronx, non loin de là, une autre scène se déroulait. Au 60e étage de la tour Thornton, Gabriel Thornton se tenait devant un mur de verre. Il regardait Manhattan s'éveiller lentement sous ses yeux. Il avait 36 ans, mesurait d'1,85 m, avec des cheveux noirs coupés courts et des yeux gris d'acier, froids. Le genre de regard qui pouvait faire baisser la tête même aux hommes les plus têtus. Sur le papier, Gabriel Thornton était le président directeur général de Thornton Industries, un conglomérat diversifié d'une valeur estimée à environ 8 milliards de dollars, opérant dans l'immobilier, la technologie et la finance. Le magazine Forbes l'avait un jour classé parmi les entrepreneurs autodidactes les plus prospères d'Amérique de moins de 40 ans. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Dans le monde interlope, le nom de Gabriel Thornton avait une signification complètement différente. Il était le chef du syndicat Thornton, un empire de l'ombre qui contrôlait près de 40% des opérations illégales sur la côte est des États-Unis. Des jeux clandestins à l'usure, des rackets de protection au blanchiment d'argent, il n'y avait pas un seul coin où la main du syndicat Thornton n'arrivait pas. Pourtant, ce qui distinguait Gabriel des autres chefs de la mafia, ce qui lui valait le respect et la haine de ses alliés comme de ses ennemis, c'étaient les principes inflexibles qu'il avait établis. Pas de drogue, pas de traite des êtres humains, pas de mal aux civils. Ces 3 règles étaient gravées dans les os de chaque membre du syndicat Thornton, et quiconque les violait le payait de sa vie. Gabriel a dit un jour à Ronan Steele, son chef de la sécurité et son bras droit le plus fidèle, qu'il n'était pas un saint, qu'il commettait ce que la société appelait des crimes, mais qu'il ne toucherait jamais aux choses qui détruisaient l'âme humaine. La drogue tuait l'avenir des jeunes, la traite des êtres humains transformait les gens en marchandises. C'était des lignes que Gabriel ne franchirait jamais, peu importe l'énormité du profit. Et c'est précisément ces principes qui faisaient de lui une épine dans le pied de Harrison Cole, président-directeur général de Cole Enterprises, et l'un des hommes les plus impitoyables de la haute société new-yorkaise. Cole contrôlait un réseau transnational d'armes illégales, entretenait des liens étroits avec des politiciens de haut niveau et n'hésitait jamais à éliminer quiconque osait se mettre en travers de son chemin. 15 ans plus tôt, la sœur cadette de Gabriel, une jeune fille de seulement 17 ans nommée Lily, était morte dans un étrange accident de voiture, simplement parce qu'elle avait accidentellement été témoin d'une des livraisons de Cole. Ce jour-là, Gabriel Thornton est entré dans le monde interlope. Pas pour l'argent ou le pouvoir, mais pour un seul but, la vengeance. Mais Gabriel n'était pas un homme qui agissait sur un coup de tête. Il savait que Cole était un vieux renard avec un vaste réseau de relations et qu'une attaque directe ne ferait que le conduire dans un piège.
Alors, il a patiemment construit son propre empire, étape par étape, attendant le jour où Cole exposerait une faiblesse. Et maintenant, Cole avait choisi de frapper le premier. Le procès intenté par Cole Enterprises contre Gabriel était un coup vicieux, soigneusement calculé. Il l'accusait de blanchir de l'argent par le biais de projets immobiliers, de commettre des fraudes sur les valeurs mobilières et de corrompre des fonctionnaires pour remporter des contrats. Les preuves présentées semblaient convaincantes, avec des documents internes, des témoins qui étaient d'anciens employés et même des courriels divulgués. Gabriel savait que tout était fabriqué, méticuleusement mis en scène par l'équipe de Cole. Mais il savait aussi que dans une salle d'audience, la vérité ne gagnait pas toujours. S'il perdait, ce serait 30 ans de prison et la saisie de tous ses biens. L'empire qu'il avait construit avec tant d'efforts s'effondrerait et Cole prendrait tout, y compris les 3 grands ports que possédait Thornton Industries, la clé de la route de contrebande d'armes que Cole convoitait depuis longtemps. Gabriel aurait pu régler l'affaire par le pouvoir du monde interlope. Un coup de téléphone et les témoins contre lui disparaîtraient. Une réunion secrète et le juge se rangerait de son côté. Mais il ne l'a pas fait, car s'il agissait dans l'ombre, Cole resterait en sécurité à la lumière. Gabriel voulait plus que ça. Il voulait que Cole soit certain de gagner. Si certain qu'il révélerait son vrai visage et tous ses sombres desseins. Il voulait que Cole soit traîné à la lumière et détruit devant le monde entier. Non pas par une balle dans le noir, mais par le système juridique même que Cole avait autrefois manipulé. C'est pourquoi Gabriel a accepté d'aller au tribunal, a accepté de faire face à des accusations fabriquées et a accepté d'attendre le bon moment. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que ce moment arriverait sous la forme d'une femme qu'il avait souvent ignorée comme faisant partie du décor. Un fantôme dans les couloirs qu'il avait consciemment ignoré pour se concentrer sur sa propre guerre. Ce matin-là, lorsque Gabriel Thornton est entré dans la salle d'audience dans un costume noir d'une valeur de 10 000 $, il ne savait pas que le destin avait arrangé une rencontre qui changerait leurs 2 vies pour toujours. La salle d'audience 302 du Palais de justice fédéral de Manhattan était bondée à 9 heures ce matin-là. Des journalistes de tous les grands médias s'entassaient dans les rangées du fond, appareils photo et calepins en main, prêts à capturer chaque seconde du procès le plus attendu de l'année. L'affaire Gabriel Thornton, le caïd le plus mystérieux de New York, était un festin pour les médias, et personne ne voulait le manquer. Gabriel est entré dans la salle d'audience avec son calme habituel, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé. Ses yeux gris ont balayé la pièce une fois, avant de se poser sur la table de la défense. Mais quand il a regardé vers les sièges réservés à son équipe juridique, son cœur s'est serré. 8 chaises étaient vides. Pas un seul avocat ne s'était présenté. Gabriel a sorti son téléphone et a appelé Jonathan Mercer, l'avocat principal qu'il avait payé des millions de dollars pour s'assurer les services du cabinet le plus prestigieux de la ville. Pas de réponse. Il a appelé le 2e, puis le 3e, puis le 4e. Chaque ligne restait silencieuse. Finalement, un message de Mercer est apparu à l'écran, bref et brutal. Il était désolé. Sa famille avait été menacée. Il ne pouvait pas continuer et Gabriel devrait se débrouiller seul. Gabriel a serré son téléphone jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Cole. C'était le jeu de Harrison Cole. Il s'attendait à ce que Cole joue salement, mais il n'avait pas imaginé ce niveau d'audace. Menacer les 8 avocats en même temps, les forcer à se retirer juste avant l'audience, ne lui laissant aucun temps pour trouver des remplaçants. Ce n'était plus une bataille juridique. C'était un massacre arrangé à l'avance. De l'autre côté de la salle d'audience, le procureur Richard Graves regardait la table de la défense avec un sourire fin comme une lame. Graves était un homme dans la quarantaine, cheveux poivre et selles soigneusement plaqués en arrière, des yeux étroits qui se plissaient encore plus quand il était content. Une expression que Gabriel avait détestée dès leur première rencontre. Graves ne prenait pas la peine de cacher sa satisfaction à la vue de ces 8 chaises vides. Il savait. Il savait que cela allait arriver. Peut-être faisait-il lui-même partie du complot. Acheté par Cole pour s'assurer que Gabriel n'ait aucune issue. La porte du fond s'est ouverte et la juge Margaret Chen est entrée. C'était une femme de près de 60 ans, cheveux argentés tirés dans un chignon serré, le visage sévère. Elle était respectée dans le monde juridique pour son impartialité et son intransigeance. Gabriel avait un temps espéré qu'avec une juge comme elle, il aurait une vraie chance d'avoir une audience équitable.
Mais maintenant, sans avocat, cet espoir se dissolvait à chaque seconde. La salle d'audience s'est levée lorsque la juge Chen a pris son siège. Ses yeux ont parcouru la pièce, puis se sont arrêtés sur la table de la défense avec ses chaises vides, et ses sourcils se sont froncés. Elle a demandé où étaient les avocats de M. Thornton, où était passée son équipe juridique. Gabriel s'est levé. Sa voix est restée stable, même si une tempête faisait rage en lui, et il a dit « Votre honneur, mes avocats se sont retirés. J'essaie de les joindre, mais personne ne répond. » Graves s'est levé aussitôt, sa voix résonnant d'une hypocrisie bien rodée en disant « Votre honneur, le prévenu a clairement été abandonné par son équipe juridique. Je demande que le tribunal procède sans avocat de la défense ou rende un jugement par défaut. » Un murmure s'est répandu dans la salle d'audience. Les journalistes tapaient sur leur clavier comme des fous. Gabriel se tenait là, seul au milieu des loups. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentit le plateau pencher lourdement en faveur de son ennemi. La juge Chen a regardé l'horloge, son visage montrant l'immense pression du conseil administratif pour conclure cette affaire très médiatisée aujourd'hui. Alors que l'accusation insistait pour un jugement par défaut immédiat en raison de l'absence d'avocat du prévenu, elle a soupiré et a dit que si le prévenu n'avait pas de représentant légal, le tribunal devrait procéder. Mais elle n'a pas eu le temps de finir. Une voix s'est élevée du fond de la salle, claire et tremblante, mais assez forte pour que tout le monde se retourne. « Je le défendrai. » Et c'est à ce moment que Gabriel Thornton l'a vu. La femme tenant une serpillière, debout dans l'allée. Comme qu'il avait croisée des centaines de fois sans même la remarquer une seule fois. La salle d'audience entière a semblé se figer à cet instant. Tous les regards se sont tournés vers la femme debout dans l'allée. Elle portait encore un uniforme de nettoyage bleu marine avec le mot « entretien » brodé sur la poitrine. Elle tenait toujours une serpillière, comme si elle venait d'un monde complètement différent. Un petit rire a commencé à l'arrière, timide au début, puis s'est amplifié à mesure que les gens saisissaient l'absurdité de la situation. Une agente d'entretien voulait servir d'avocate de la défense pour le plus puissant chef de la mafia de New York. Était-ce une blague? Mais Cassandra n'a pas ri. Elle a posé lentement la serpillière sur le sol. Chaque mouvement était stable, délibéré, comme si elle déposait le dernier accessoire d'une vie qu'elle n'avait plus l'intention de vivre. Puis elle s'est avancée, le dos droit, les yeux fixés sur la juge Chen. Et pour la première fois en 7 ans, elle a eu l'impression de vraiment vivre au lieu de simplement survivre. La juge Chen la dévisagea avec un mélange de surprise et de méfiance. Son ton était ferme lorsqu'elle lui a demandé qui elle était et si elle comprenait qu'il s'agissait d'un tribunal fédéral, pas d'un endroit pour jouer. Cassandra s'est arrêtée au pupitre. Sa voix tremblait encore légèrement, mais elle n'était pas faible. Quand elle a répondu que son nom était Cassandra Whitmore, votre honneur, et qu'elle demandait la permission de représenter M. Gabriel Thornton, Richard Graves a laissé échapper un rire sec, le rire d'un homme qui croyait la victoire déjà acquise. Il s'est levé, sa voix dégoulinant de moquerie en disant « Votre honneur, c'est clairement une farce. Une agente d'entretien n'a pas qualité pour être dans cette salle d'audience en tant qu'avocate. Je demande que la sécurité la raccompagne à la sortie. » Cassandra ne s'est pas tournée pour regarder Graves. Elle a lentement mis la main dans sa poche et a sorti une carte plastifiée impeccable, au bord net et propre, portant le sceau officiel de l'Association du Barreau de New York. « Ceci est ma licence pour exercer le droit », a-t-elle dit, sa voix plus calme maintenant. Toujours valide en vertu des lois de l'État de New York. La juge Chen a fait signe au greffier de la lui apporter. Elle a mis ses lunettes de lecture, a examiné chaque détail de la carte, puis a tapé quelque chose dans l'ordinateur devant elle pour vérifier le système. La salle est devenue si silencieuse que Cassandra pouvait entendre son propre cœur battre. Après des minutes qui ont semblé des siècles, la juge Chen a levé les yeux et quelque chose a changé sur son visage. Ce n'était plus un simple doute, mais quelque chose de proche de l'étonnement. Elle a dit que selon le dossier, cette licence avait été rétablie 2 ans plus tôt, après que Mlle Whitmore a prouvé son innocence dans l'affaire de coups montés précédente. Et elle a demandé pourquoi Cassandra n'avait pas exercé au cours des 2 dernières années. Cassandra a expliqué que bien que sa licence ait été rétablie, l'influence de Harrison Cole l'avait bloquée dans tous les cabinets. Plus important encore, elle avait choisi de rester dans l'ombre de ce palais de justice spécifique, utilisant son invisibilité pour rassembler les fragments de preuves que le système avait tenté d'enterrer.
À la table de l'accusation, Richard Graves s'est soudainement levé d'un bond, son visage devenant pâle comme s'il venait de voir un fantôme. Whitmore. Le nom résonnait dans son esprit comme une sonnette d'alarme. Maintenant, il se souvenait. 7 ans plus tôt, il avait été l'un des procureurs adjoints affectés à l'affaire contre Cole Enterprises, l'affaire sur laquelle Ethan Whitmore enquêtait avant de mourir. Il se souvenait des appels téléphoniques de minuit, des enveloppes d'argent liquide, et de la promesse que s'il suivait les instructions, sa carrière s'envolerait. Et maintenant, la veuve d'Ethan Whitmore se tenait juste devant lui. Graves s'est forcé à reprendre le contrôle. Sa voix essayait encore de paraître méprisante lorsqu'il a dit « Votre honneur, même si elle a une licence, elle n'a aucune expérience pratique depuis 7 ans. Elle n'est pas qualifiée pour traiter une affaire aussi complexe que celle-ci. » Cassandra s'est tournée pour regarder Graves pour la première fois. Ses yeux verts étaient aussi vifs qu'une lame lorsqu'elle a répondu qu'elle était sortie major de sa promotion de la faculté de droit de Harvard, qu'elle avait exercé pendant 3 ans avant d'être piégée, et qu'elle avait passé les 7 dernières années dans ce palais de justice chaque jour, à regarder des centaines de procès, à apprendre des meilleurs avocats et des pires erreurs. Et elle n'avait peut-être pas d'expérience sur le papier, mais elle connaissait la loi. Elle connaissait la justice. Et elle connaissait la vérité. À la table de la défense, Gabriel Thornton était assis, immobile comme une pierre. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose de violent et de silencieux bougeait. Il était le meilleur contrôleur d'informations de New York. Il avait des dossiers sur tout le monde dans ce palais de justice, du juge au greffier, du procureur au garde. Mais il n'avait rien sur cette femme. Elle était une agente d'entretien, un fantôme se déplaçant dans des couloirs que personne ne prenait la peine de voir. Et cette invisibilité même lui avait permis de passer sous tous ses radars. Pour la première fois de sa vie, Gabriel Thornton était véritablement surpris. La juge Chen s'est tournée vers lui et a demandé si M. Thornton acceptait Mlle Whitmore comme sa représentante légale. Gabriel s'est levé, ses yeux gris rencontrant les yeux verts de Cassandra. Dans ce regard, il n'a pas vu d'ambition, il n'a pas vu de peur, il n'a vu que la détermination de quelqu'un qui avait tout perdu et n'avait plus rien à perdre. Il a hoché la tête et a répondu « Oui, votre honneur, j'accepte Mlle Whitmore. » La juge Chen a frappé de son marteau et a annoncé que le prévenu aurait 15 minutes pour consulter son avocate avant la reprise des débats. Cassandra et Gabriel ont été escortés dans une petite pièce derrière la salle d'audience. Un endroit avec rien d'autre qu'une table en métal, 2 chaises se faisant face, et une ampoule fluorescente qui projetait la lumière froide et stérile d'une salle d'interrogatoire. La porte s'est refermée derrière eux, et pour la première fois, ils se sont retrouvés face à face dans un espace confiné, sans des centaines d'yeux pour les observer. Gabriel ne s'est pas assis. Il est resté debout, le dos contre le mur, ses yeux gris d'acier balayant Cassandra de la tête aux pieds. Elle portait toujours son uniforme d'agente d'entretien, ses cheveux auburn s'échappant du chignon hâtif qu'elle avait fait ce matin, son visage sans aucun maquillage. Elle avait l'air fatiguée, trop mince, et ne ressemblait en rien aux avocats que Gabriel avait jamais engagés. Mais dans ses yeux verts, il a vu quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Un feu qui couvait, sous la surface, attendant sa chance de s'embraser. Gabriel a parlé le premier, sa voix basse et égale, comme s'il demandait la météo au lieu d'interroger la femme qui tenait maintenant son destin entre ses mains. « Savez-vous qui je suis vraiment ?» a demandé Gabriel, sa voix baissant d'un octave. Cassandra n'a pas scellé. Elle a soutenu son regard et a répondu qu'il était Gabriel Thornton, président-directeur général de Thornton Industries, avec une valeur nette estimée à 8 milliards de dollars. Mais ce n'était que la surface. Il était aussi le chef du syndicat Thornton, un empire de l'ombre contrôlant près de 40% des opérations illégales sur la côte Est. Des jeux d'argent à l'usure, des rackets de protection au blanchiment d'argent. Mais pas de drogue, pas de traite des êtres humains. C'était ses règles. Elle savait tout cela. Pour la première fois dans la conversation, Gabriel a légèrement incliné la tête, un petit signe qu'elle avait attiré son attention. Il a demandé comment elle savait ces choses. Cassandra a dit qu'elle avait travaillé dans ce palais de justice pendant 7 ans, qu'elle avait entendu des milliers de conversations que les gens pensaient que personne ne pouvait entendre, qu'elle avait lu des centaines de documents jetés à la poubelle, qu'elle avait observé tous ceux qui se déplaçaient dans ces couloirs, y compris lui. Et pour une agente d'entretien invisible,
Monsieur Thornton, c'était son plus grand avantage. Gabriel est resté silencieux un long moment, son esprit traitant les informations à une vitesse vertigineuse. Puis il a posé la seule question qui comptait le plus. Pourquoi voulait-elle défendre un chef de la mafia? Cassandra a pris une profonde inspiration. C'était le moment qu'elle attendait. Le moment où elle dirait enfin la vérité qu'elle portait depuis 7 ans. Où elle ne le défendait pas, a-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement, mais sans jamais faiblir. Elle défendait la justice, et cette affaire sentait exactement comme l'affaire qui avait tué son mari 7 ans auparavant. Le front de Gabriel se plissa. « Votre mari », a-t-il répété. Cassandra a hoché la tête, ses yeux brillants, mais pas une seule larme n'est tombée. « Ethan Whitmore », a-t-elle dit. Son mari, un avocat des droits de l'homme qui avait enquêté sur Cole Enterprises 7 ans plus tôt. Il avait découvert que Harrison Cole se livrait au trafic d'armes illégales, blanchissait de l'argent par le biais d'organismes de bienfaisance et était lié à de multiples assassinats. Il avait assez de preuves pour traduire Cole en justice, mais la veille de l'audience, sa voiture a perdu le contrôle et a plongé dans le fleuve Hudson. La police a parlé d'un accident, mais elle savait que c'était un meurtre. Gabriel se redressa, ses yeux gris s'assombrissant. Il connaissait l'histoire d'Ethan Whitmore. Il le savait parce qu'il enquêtait sur Cole depuis des années. Et la mort de ce jeune avocat était l'une des dizaines qu'il soupçonnait Cole d'avoir ordonné. Mais il ne s'attendait pas à ce que la veuve de cet homme se tienne ici maintenant, en uniforme d'agent d'entretien, lui offrant de le défendre au tribunal. Cassandra a continué, sa voix plus dure maintenant. Après la mort d'Ethan, toutes les preuves ont disparu. Elle a été accusée d'avoir falsifié des documents. Sa licence d'avocate lui a été retirée. Elle a tout perdu. Le même scénario. Monsieur Thornton, des témoins soudoyés, des preuves fabriquées, des avocats menacés. Cole l'avait fait à son mari il y a 7 ans, et maintenant il le faisait à lui. Gabriel s'est approché jusqu'à ce qu'il y ait moins d'1 mètre entre eux. Il a demandé ce qu'elle voulait en retour, de l'argent, de la réputation ou autre chose. Cassandra n'a pas reculé. Elle a levé le menton et l'a regardé droit dans les yeux en répondant qu'elle voulait justice pour son mari. Elle voulait que Harrison Cole paye pour ce qu'il avait fait, non seulement à Ethan, mais à tous ceux qui l'avaient blessé. Elle n'avait pas besoin de son argent. Elle n'avait pas besoin de célébrité. Elle avait seulement besoin d'une chance de se battre. Gabriel plissa les yeux, sa voix devenant plus froide en disant que si elle travaillait pour lui, elle devrait suivre sa stratégie. Il avait son propre plan pour s'occuper de Cole, et elle ne pourrait rien faire en dehors de ce qu'il autorisait. Cassandra secoua la tête. « Non », dit-elle aussitôt, sa voix dure comme de l'acier. « Je suis votre avocate, pas votre marionnette, et je ne ferai rien contre ma conscience ou la loi simplement parce que vous l'ordonnez. Si vous voulez une marionnette, vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. » L'air dans la pièce s'épaissit jusqu'à ce qu'on ait l'impression de pouvoir le couper au couteau. Ils se tenaient face à face, aucun ne cédant d'un pouce, aucun ne baissant la tête. Gabriel Thornton, le caïd le plus puissant de New York, l'homme que tout le monde interlope craignait, face à Cassandra Whitmore, une agente d'entretien sans le sou avec un cœur qui ne connaissait pas la peur. Finalement, Gabriel laissa échapper un rire court et sec, et pour la première fois, quelque chose qui ressemblait presque à du respect vacilla dans ses yeux gris. « Très bien, mademoiselle Whitmore, dit-il. Nous partageons le même ennemi. Alors voyons ce que vous pouvez faire. » 15 minutes passèrent comme 15 secondes. Quand Cassandra et Gabriel sont retournés dans la salle d'audience, l'air était toujours tendu comme une corde raide. Les journalistes se penchaient en avant. Les jurés échangeaient des regards curieux et Richard Graves était assis là avec un ricanement, comme s'il attendait le début d'une comédie. Cassandra jeta un coup d'œil à l'uniforme d'agente d'entretien qu'elle portait encore, puis regarda Graves dans un costume 3 pièces qui coûtait probablement plus que son salaire mensuel entier. Elle savait à quoi elle ressemblait pour eux. Une blague, le désespoir de quelqu'un qui n'a pas d'autre choix. Mais elle savait aussi que les apparences n'étaient pas tout, et aujourd'hui, elle le prouverait. La juge Chen frappa de son marteau et annonça que le procès allait continuer, demandant à la défense de faire sa déclaration liminaire. Cassandra se leva et se dirigea vers le pupitre avec la posture droite qu'elle s'était forgée pendant 3 ans à Harvard. Elle n'avait pas de notes, pas de documents préparés. Seulement le souvenir de 7 années d'observation et un cœur rempli de détermination.
Elle posa les deux mains sur le podium en bois, sentit la surface fraîche sous ses paumes, puis leva la tête et regarda directement les 12 visages du jury. « Mesdames et messieurs les jurés, commença-t-elle, sa voix claire portant dans toute la salle. Je m'excuse pour mon apparence. Je ne porte pas un costume cher comme l'avocat de la partie adverse. Je n'ai pas de bureau de luxe ni d'équipe d'assistantes. En fait, il y a moins d'une heure, je nettoyais encore le sol de cette même pièce. » Un murmure s'éleva, mais Cassandra ne s'arrêta pas. Elle continua en disant qu'au cours des 7 dernières années, elle avait appris une chose. La justice ne dépend pas du prix du costume que vous portez. Elle ne dépend pas du nom du cabinet d'avocats que vous engagez ou du montant de votre compte en banque. La justice ne dépend que d'une seule chose, la vérité. Elle marqua une pause, juste assez longtemps pour que le mot s'installe, puis continua. Et la vérité dans cette affaire est très simple. Gabrielle Thornton n'a pas commis les crimes dont on l'accuse. Les preuves que vous verrez ont été soigneusement fabriquées. Les témoins que vous entendrez ont été entraînés à dire ce que d'autres veulent qu'ils disent. Ce n'est pas la justice. C'est un assassinat mené par le biais de la loi, et je le prouverai. Richard Graves se leva d'un bond, son objection n'étant qu'un cri, affirmant qu'elle argumentait au lieu de faire une déclaration liminaire. La juge Chen hocha la tête et ordonna à Cassandra de rester dans le cadre approprié des remarques d'ouverture. Cassandra inclina la tête en signe d'acquiescement. Elle dit qu'elle s'excusait auprès du tribunal, qu'elle laisserait les preuves parler d'elles-mêmes, et elle ne promit qu'une chose au jury. Quand ce procès se terminerait, la vérité serait exposée, et il saurait qui était le vrai criminel dans cette pièce. Elle retourna à son siège, le cœur battant dans sa poitrine tandis que son visage restait calme. À la table de la défense, Gabrielle la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. Mais il fit un léger signe de tête, un petit geste, mais suffisant pour lui dire qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Le reste de la matinée appartint au procureur Graves. Il appela son premier témoin, un homme d'âge moyen nommé Harold Simmons, qui prétendait être l'ancien chef comptable de Thornton Industries. Simmons a témoigné qu'il avait vu Gabrielle Thornton diriger personnellement des transactions de blanchiment d'argent de janvier à mars 2021, qu'il y avait eu des réunions secrètes, des comptes bancaires offshore et des ordres directs du président-directeur général. Graves affichait un sourire satisfait en terminant son interrogatoire, puis se tourna vers Cassandra avec un regard de défi. « À votre tour. » Cassandra se leva, portant un mince dossier qu'elle avait réussi à demander au greffier du tribunal pendant la suspension. Elle se dirigea vers la barre des témoins, sa voix douce mais tranchante, en demandant à M. Simmons de confirmer les dettes de son emploi chez Thornton Industries. Simmons répondit avec assurance qu'il y avait travaillé de décembre 2020 à avril 2021. Cassandra hocha la tête puis demanda « Et vous venez de témoigner que vous avez été témoin de transactions de blanchiment d'argent de janvier à mars 2021. C'est exact? » Simmons le confirma. Cassandra ouvrit le dossier entre ses mains. Sa voix resta calme. Pourtant, quelque chose en elle coupait comme une lame lorsqu'elle dit « C'est intéressant. » Parce que selon le dossier officiel des ressources humaines de Thornton Industries, Harold Simmons a été embauché le 15 avril 2021. Ce qui est après la période où il prétend avoir été témoin de transactions illégales. Pourriez-vous expliquer comment vous avez été témoin d'événements qui se sont produits avant même que vous ne commenciez à y travailler? Le visage de Simmons devint blanc comme du papier. Il bafouilla, jeta un coup d'œil vers Graves comme pour implorer son secours, mais le procureur était figé sur sa chaise. Cassandra ne lâcha pas prise. Elle continua. Et encore une chose. Selon le dossier, votre poste chez Thornton Industries était celui de membre du personnel d'entretien des bâtiments, pas de chef comptable. Voulez-vous expliquer cela au jury? La salle d'audience éclata en murmures et en cliquetis frénétiques des claviers des journalistes. Simmons tremblait à la barre, la sueur perlant sur son front, sa bouche s'ouvrant, mais aucun mot n'en sortant. La juge Chen dut frapper de son marteau plusieurs fois pour rétablir l'ordre. Gabrielle Thornton était assis à la table de la défense, ses yeux gris fixés sur Cassandra. Il avait engagé des dizaines des avocats les plus chers de New York dans sa vie. Mais personne ne l'avait jamais impressionné comme cette femme. Elle n'avait pas de classeur préparé, pas d'équipe de recherche. Pourtant, elle avait trouvé une faille qu'une équipe juridique d'1 million de dollars avait manqué. Pour la première fois, Gabrielle ne regarda pas Cassandra comme un outil ou une pièce sur son échiquier.
Il la regarda comme une combattante, une égale, et peut-être la première véritable alliée qu'il ait jamais eue dans cette guerre. La première journée du procès s'est terminée à 5 heures du soir, mais la journée de Cassandra ne s'est pas arrêtée là. Quand elle est sortie du palais de justice, une Maybach noire brillante attendait déjà au bord du trottoir. Et Ronan Steele, le chef de la sécurité de Gabrielle, celui dont elle avait entendu parler depuis longtemps, se tenait là, tenant la portière ouverte avec une expression neutre. Monsieur Thornton veut vous voir pour discuter de l'affaire, a dit Ronan, sa voix basse et égale, comme si c'était un ordre qui ne pouvait être refusé. Cassandra a hésité un instant, puis est montée dans la voiture. Elle n'avait plus rien à perdre. Et si Gabrielle avait des informations sur Cole, elle devait les connaître. Le trajet du palais de justice à la tour Thornton n'a duré que 15 minutes. Mais ce fut en 15 minutes assez longues pour que Cassandra sente la distance entre deux mondes. Le siège sous elle était en cuir doux comme du beurre. La climatisation maintenait l'air à une température parfaite. Une bouteille d'eau minérale importée attendait dans la poche de la portière. Elle a pensé à son appartement exigu dans le Bronx, à la vieille chaise qu'elle avait traînée depuis le trottoir, aux nuits d'hiver passées à frissonner parce qu'elle n'osait pas allumer le chauffage, et qu'elle se demanda si des mondes aussi éloignés pourraient jamais trouver un terrain d'entente. Un ascenseur privé l'a emmenée au 60e étage de la tour Thornton, où le penthouse de Gabriel occupait tout le niveau. Quand les portes se sont ouvertes, Cassandra a dû retenir une inspiration brusque. Le penthouse était plus de 50 fois plus grand que son appartement, avec des plafonds vertigineux, des sols en marbre brillant et un immense mur de verre donnant sur Manhattan alors que la ville s'illuminait. Des peintures abstraites valant des millions étaient accrochées au mur. Un lustre en cristal scintillait au-dessus. Tout dégageait une sorte de richesse si extrême qu'elle semblait presque irréelle. Gabriel se tenait près de la vitre, le dos tourné, un verre de whisky à la main. Il avait troqué le costume du tribunal pour une chemise noire sans cravate, et sous la lumière dorée et chaude, il paraissait moins glacial. Mais le pouvoir qui l'entourait rendait toujours impossible de le prendre à la légère. « Vous m'avez impressionné aujourd'hui », a dit Gabriel sans se retourner, sa voix basse pourtant dans le vaste espace. « Ce témoin était bien entraîné, mais vous avez trouvé une faille que toute mon équipe a manquée. » Cassandra n'a pas répondu au compliment. Elle s'est avancée, ses yeux balayant la pièce avec l'instinct méfiant de quelqu'un qui avait appris ce que coûte la trahison. « Vous avez dit que vous vouliez parler de l'affaire », a-t-elle dit sans détour. « Alors, parlez. » Gabriel se retourna, ses yeux gris rencontrant ses yeux verts dans un moment de silence. Puis il se dirigea vers son bureau, ouvrit un coffre-fort caché derrière un tableau et en sortit un dossier épais. Il le posa sur la table et dit que c'était tout ce qu'il avait sur Harrison Cole, collecté sur 15 ans, et qu'il voulait qu'elle le lise. Cassandra s'assit, ouvrit le dossier et commença à lire. Chaque page était un crime. Vente d'armes illégales à des organisations terroristes. Blanchiment d'argent à travers un réseau de sociétés écrans s'étendant du Delaware aux îles Caïmans. Pots de vin versés à 3 sénateurs et 2 juges fédéraux pour protéger des intérêts commerciaux. Et une liste des personnes qui étaient mortes pour avoir osé s'opposer à Cole. Des morts déguisées en accident, suicide ou maladie soudaine. Puis Cassandra tourna une page qui lui donna l'impression que son cœur s'arrêtait. Ethan Whitmore, avocat, et enquêté sur Cole Enterprises, décédé le 12 avril 2018. Cause officielle, accident de voiture. Cause réelle, assassinat commandité par Harrison Cole. Méthode, sabotage du système de freinage. Les mains de Cassandra se mirent à trembler de manière incontrôlable. Pendant 7 ans, elle avait su que la mort d'Ethan n'était pas un accident. Elle l'avait senti dans chaque cellule de son corps. Mais le voir écrit là, noir sur blanc, avec des preuves concrètes et détaillées, était tout autre chose. Des larmes coulèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Les premières larmes qu'elle versait pour Ethan depuis les funérailles, 7 ans plus tôt, elle avait enfermé cette douleur dans sa poitrine, l'avait transformée en carburant pour le feu de la haine. Mais maintenant, avec la vérité étalée devant elle, tous les murs qu'elle avait construits s'effondrèrent. Gabriel ne parla pas. Il se tenait en silence et lui laissa l'espace pour vivre son deuil. Il comprenait ce sentiment. La certitude que quelqu'un que vous aimez a été assassiné, tandis que le responsable se promène toujours librement, hors de portée de la loi.
Sa sœur Lily était morte de la même manière 15 ans plus tôt. Après un long moment, Cassandra leva la tête, les yeux rouges, mais sa voix avait retrouvé sa dureté. Elle demanda pourquoi il n'avait pas utilisé tout cela pour détruire Cole. Gabriel a dit que s'il utilisait le monde interlope pour s'occuper de Cole, Cole mourrait en victime et les gens se souviendraient de lui comme d'un homme d'affaires assassiné par la mafia. Et Gabriel ne voulait pas de ça. Il voulait que Cole soit traîné à la lumière, jugé au tribunal, son vrai visage montré au monde entier. Il voulait qu'il pourrisse en prison jusqu'au jour de sa mort, pas qu'il soit libéré par une balle. Cassandra le regarda et pour la première fois, elle comprit que Gabriel Thornton n'était pas seulement le froid chef de la mafia que le monde croyait. Il était un homme qui attendait la justice à sa manière. Alors, quelle est la stratégie? Demanda-t-elle. Gabriel a dit qu'il gagnerait ce procès légalement, tout en rassemblant suffisamment de preuves pour que le Bureau fédéral d'investigation ne puisse les ignorer. Cole pensait qu'il gagnait, et c'était sa plus grande faiblesse. Quand les gens sont confiants, ils deviennent négligents, et ils utiliseraient chaque moment de négligence. Cassandra est rentrée à son appartement du Bronx vers 11 heures du soir, après avoir refusé l'offre de Gabriel de rester au penthouse pour sa sécurité. Elle avait besoin de temps seul pour digérer ce qu'elle venait de lire. Elle avait besoin de l'espace familier de cette petite pièce pour retrouver son équilibre. Mais quand elle a ouvert la porte, la lumière était déjà allumée. Et Maddie était assise dans la vieille chaise avec un ordinateur portable ouvert sur ses genoux. Son visage était tendu, comme si elle avait attendu longtemps. « Sirette !» lâcha Maddie, se levant d'un bond dès qu'elle vit Cassandra. « Je l'ai vu en ligne. Tu es l'avocate de Gabriel Thornton, ce chef de la mafia. As-tu perdu la tête? » Cassandra ferma la porte et laissa échapper un long soupir épuisé. Elle regarda sa sœur, la fillette de 12 ans d'autrefois, maintenant une jeune femme de 19 ans, avec des cheveux bruns courts coupés aux épaules, des yeux verts comme ceux de Cassandra, et la même ténacité avec laquelle les Whitmore étaient nés. Maddie portait un sweat à capuche universitaire trop grand, un jean délavé et des baskets usées au talon. Mais l'ordinateur portable entre ses mains était la chose la plus précieuse de l'appartement, acheté avec des salaires à temps partiel et des bourses pour une étudiante exceptionnelle en informatique à l'Université de New York. « Assieds-toi, Maddie, » dit Cassandra, sa voix plus douce mais toujours lourde de la fatigue d'une journée brutale. « Je vais tout t'expliquer. » Et elle l'a fait. Elle a raconté à Maddie toute l'histoire du procès intenté par Cole Enterprises contre Gabriel, à la menace et à l'abandon de son équipe juridique, jusqu'à la raison pour laquelle Cassandra s'était levée dans cette salle d'audience ce matin-là. Mais plus que tout, elle lui a parlé d'Ethan. Elle a dit à Maddie ce qu'elle avait lu dans le dossier de Gabriel. Les preuves qui prouvaient que sa mort n'était pas un accident, mais un assassinat ciblé, que Harrison Cole était derrière tout ça. Maddie est restée assise en silence pendant toute l'histoire, son visage devenant plus pâle à chaque détail. Elle se souvenait d'Ethan, son beau-frère, l'homme doux qui l'aidait avec ses devoirs tous les soirs, qui lui avait acheté son premier ordinateur et avait éveillé son amour pour la technologie, qui avait promis qu'il serait toujours là pour les protéger toutes les deux. Et maintenant, elle savait qu'il avait été assassiné, sa vie volée simplement parce qu'il avait osé se battre pour la justice. « C'est salaud !» murmura Maddie, sa voix tremblante, mais ses yeux s'enflammant de colère. « Tu dois me laisser t'aider. » Cassandra secoua la tête immédiatement. « Non, Maddie, c'est dangereux. Cole est capable de tout. Je ne peux pas te laisser t'impliquer. » Mais Maddie n'était pas une enfant qu'on pouvait convaincre d'obéir. Elle regarda droit dans les yeux de sa sœur, sa voix plus dure que Cassandra ne l'avait jamais entendue. « Pourquoi crois-tu que j'étudie l'informatique? Je peux pirater. Je peux trouver des informations. Je peux tracer des choses que les gens normaux ne peuvent pas. Ethan était de ma famille aussi. Et je ne suis pas aussi fragile que tu le penses. » Les sœurs se regardèrent en silence. Une bataille de volonté sans parole. Finalement, Cassandra céda. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle savait que Maddie le ferait avec ou sans sa permission. Et au moins, si Cassandra acceptait, elle pourrait la superviser et la garder aussi en sécurité que possible. « D'accord, » dit Cassandra, « mais tu dois me promettre que s'il y a le moindre signe de danger, tu arrêtes immédiatement. » Maddie hocha la tête puis ouvrit son ordinateur portable et se mit directement au travail. Elle demanda ce que Cassandra voulait qu'elle cherche en premier. Cassandra réfléchit un instant,
puis dit qu'elle voulait savoir pourquoi l'équipe juridique de Gabriel s'était retirée d'un seul coup. Ils avaient dit qu'ils avaient été menacés, mais qui les avait menacés et comment? Les doigts de Maddie volèrent sur le clavier, des fenêtres s'ouvrant et se fermant à l'écran, des lignes de code défilant comme une cascade. Elle avait appris la programmation seule à 14 ans. D'abord par curiosité, puis c'est devenu une vraie passion, un véritable don. Elle n'était pas une hackeuse professionnelle, mais elle était assez douée pour franchir les barrières de sécurité ordinaires. Après près de 2 heures, Maddie leva soudain les yeux, ses yeux brillants. « Je l'ai trouvé, dit-elle, sa voix tremblante d'excitation et de fureur. L'équipe juridique de Thornton a reçu des courriels de menaces il y a 2 semaines. Ils contenaient des photos de leurs familles, leurs adresses personnelles, les écoles de leurs enfants, et un avertissement que s'ils continuaient à représenter Gabriel, leurs proches auraient des accidents. Cassandra sentit un frisson lui parcourir les chaînes et demanda si Maddie pouvait remonter à l'expéditeur. Maddie hocha la tête. Elle dit que le courriel avait été envoyé par un serveur anonyme, mais qu'elle avait retracé l'adresse IP d'origine. Et elle menait à une société appelée Crescent Holdings, enregistrée dans le Delaware. Cassandra fronça les sourcils et demanda ce qu'était Crescent Holdings. Maddie continua de taper, puis répondit que c'était une société écran, sans activité commerciale réelle. Mais quand elle a creusé plus profondément dans la structure de propriété, elle s'est connectée à une autre société aux îles Caïmans. Et cette société appartenait à Cole Enterprises. Cassandra se figea. C'était la première preuve que Cole était directement impliqué dans le sabotage de l'affaire. Et s'il pouvait trouver ça, il pourrait trouver bien plus. Le troisième jour du procès a commencé différemment dès l'instant où Cassandra est entrée dans le palais de justice fédéral de Manhattan. Au lieu de l'uniforme d'agent d'entretien ou des vêtements de bureau usés aux épaules qu'elle avait portés les 2 jours précédents, ce matin-là, elle a trouvé une grande boîte posée devant la porte de son appartement dans le Bronx. Une carte sans signature l'accompagnait. À l'intérieur se trouvait un tailleur pour femme bleu marine foncée. Le tissu était si lisse et doux qu'elle n'avait jamais rien touché de tel de sa vie, avec une paire d'escarpins noirs qui lui allaient parfaitement, comme s'ils avaient été mesurés pour elle seule. Cassandra a su immédiatement qui l'avait envoyé. Seul Gabriel Thornton aurait pu connaître sa taille exacte de veste et de chaussures sans le demander. Parce qu'il était le genre d'homme qui observait chaque détail autour de lui, même ceux que la plupart des gens rejetaient comme sans importance. Elle a hésité avant de décider de le porter. Non pas parce qu'elle voulait accepter un cadeau de sa part, mais parce qu'elle comprenait que dans une salle d'audience, l'apparence était aussi une arme, et elle avait besoin de toutes les armes possibles pour survivre à ce combat. Quand elle est entrée dans la salle d'audience, Gabriel était déjà assis à la table de la défense. Elle a surpris ses yeux gris la parcourir un très bref instant avec quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction avant qu'il ne retrouve son calme glacial habituel. Le troisième jour s'est déroulé avec plus de tension que les 2 premiers. Richard Graves a présenté 3 autres témoins. Chacun a livré un témoignage qui nuisait à Gabriel, avec l'assurance tranquille de quelqu'un soigneusement entraîné pour ce rôle. Mais Cassandra n'était plus la jeune femme naïve qu'elle avait été 7 ans auparavant. Elle avait appris des centaines de procès qu'elle avait observés en tant qu'agente d'entretien invisible. Elle savait comment poser des questions qui acculaient un témoin dans les contradictions de ses propres mots. Elle savait lire le langage corporel assez bien pour sentir quand quelqu'un mentait. Un par un, elle a démonté les failles de leurs histoires. Non pas avec agressivité, mais avec une précision calme et une logique aussi tranchante qu'une lame. Lorsque le tribunal a levé la séance cet après-midi-là, Graves a quitté la salle d'audience le visage rouge de colère. Et le jury regardait Cassandra avec une expression où elle pouvait voir le respect commencer à prendre forme. Ensuite, Gabriel a demandé à la voir en privé dans la petite pièce derrière la salle d'audience. La même pièce où ils avaient parlé pour la première fois 3 jours plus tôt. Cette fois, l'air entre eux était différent. Ce n'était plus le choc tendu de 2 étrangers, mais quelque chose qui se rapprochait de la confiance, même si aucun d'eux n'était prêt à l'admettre. « Vous avez bien travaillé aujourd'hui, » a dit Gabriel, sa voix toujours basse et égale, mais portant une sincérité qu'elle n'avait pas entendue de lui auparavant. « Le tailleur vous va bien? » Cassandra a soutenu son regard au lieu d'éviter ses yeux gris et durs, et a répondu qu'elle n'avait pas besoin qu'il lui achète des vêtements.
Gabriel haussa légèrement les épaules et dit qu'il savait qu'elle n'en avait pas besoin, mais qu'il le voulait. Et dans cette guerre, il voulait que son avocate ressemble à une guerrière, pas à une victime. Cassandra est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit ce qu'elle portait en elle depuis 7 ans, qu'elle avait tout perdu, M. Thornton. Son mari, sa carrière, son nom, qu'elle avait vécu 7 ans comme un fantôme dans sa propre vie, qu'elle n'avait plus rien à craindre. Et c'est pourquoi elle pouvait se tenir ici aujourd'hui. Gabriel la regarda, et à cet instant, le mur de froid qu'il avait construit autour de lui sembla se fissurer un peu. Il a dit qu'elle avait une sœur. Elle avait Maddie, et c'était quelque chose qu'elle pouvait encore perdre. Et il voulait qu'elle sache qu'il protégerait Maddie. Non pas parce que Cassandra le demandait, mais parce que c'était de la bonne chose à faire. Cassandra sentit sa gorge se serrer. Elle demanda pourquoi il ferait ça, pourquoi il s'en souciait. Gabriel détourna le visage, regardant vers la petite fenêtre de la pièce, sa voix s'abaissant alors qu'il commençait à raconter une histoire. Très peu de gens savaient que 15 ans plus tôt, il avait eu une sœur cadette nommée Lily, une jeune fille de 17 ans, brillante et pleine de rêves. Et un jour, elle avait accidentellement vu les hommes de Cole déplacer de la contrebande au port près de chez eux. C'était tout, juste le fait de l'avoir vue. Et une semaine plus tard, sa voiture a perdu le contrôle sur le chemin de l'école et a basculé d'une falaise. La police a parlé d'un accident, mais ils connaissaient la vérité. Cassandra se tenait là, la poitrine douloureuse en écoutant l'histoire de Gabriel. Elle comprenait maintenant. Elle comprenait pourquoi il avait construit un empire de l'ombre, pourquoi il s'en tenait à des règles inflexibles, pourquoi il était prêt à attendre 15 ans pour se venger au lieu d'agir sur un coup de tête. Lui et elle se ressemblaient plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Deux personnes à qui Cole avait volé la personne la plus chère de leur vie. Deux personnes brûlant de la même soif de justice. C'est pourquoi je vous comprends, a dit Gabriel en se retournant vers elle. Et dans ses yeux gris, il n'y avait plus seulement de la froideur, mais une douleur enfouie depuis trop longtemps. Vous et moi portons la même blessure, et c'est peut-être pour ça que le destin vous a amené dans ce cathédrale d'audience ce jour-là. Cassandra ne parla pas. Elle se tenait simplement là, dans cette petite pièce sous la dure lumière fluorescente. Et pour la première fois depuis la mort d'Ethan, elle sentit qu'elle n'était plus seule dans ce combat. Cette nuit-là, Cassandra a été invitée au bureau de Gabriel à la Tour Thornton pour discuter de la stratégie pour les prochains jours du procès. Elle est arrivée à 9 heures du soir, après s'être assurée que Maddie était bien rentrée au dortoir. Ronan l'a escortée jusqu'au 59e étage, où se trouvait le centre de commandement de l'Empire Thornton. Ce bureau était différent du luxueux penthouse au-dessus. Il était plus pratique, avec de grands écrans d'ordinateur, une carte de la ville épinglée au mur et l'air tendu d'une salle de guerre. Gabriel était assis derrière son bureau, examinant une épaisse pile de documents, lorsque le système de sécurité a soudainement éclaté en une alarme perçante. Des lumières rouges ont clignoté dans la pièce et sur le moniteur de surveillance est apparue l'image d'un homme arrachant à la hâte une clé USB d'un ordinateur dans la salle des serveurs à un étage inférieur. Ronan le reconnut instantanément et son visage changea. C'était Derek Lawson, le bras droit de Gabriel depuis 8 ans, l'homme à qui l'on confiait les secrets les plus critiques du syndicat Thornton. Moins de 5 minutes plus tard, Derek a été conduit dans le bureau par 2 gardes, tenant toujours la clé USB pleine des données qu'il avait tenté de voler. Son visage était pâle comme du papier, la sueur perlait sur son front et ses yeux évitaient le regard de Gabriel, comme s'il ne pouvait supporter d'affronter l'homme qu'il avait trahi. Gabriel se leva et se plaça devant Derek avec un calme plus terrifiant que n'importe quelle fureur. Il ne parla pas. Il se tenait simplement là, ses yeux gris froids comme de la glace, regardant droit à travers le traître. Dans le monde de Gabriel, ce silence était pire que des cris, car il signifiait que la condamnation à mort avait déjà été prononcée sans un seul mot. Derek s'effondra à genoux, sa voix tremblante alors qu'il suppliait Gabriel de le laisser s'expliquer, disant qu'il n'avait pas le choix. Ils avaient une prise sommaire. Elle avait 72 ans et était retenue quelque part. Et s'il ne faisait pas ce qu'ils disaient, il la tuerait. Gabriel demanda qui était-il, sa voix toujours froide. Derek dit que c'était les gens de Harrison Cole. Qu'il y a 6 mois, il l'avait approché, lui avait montré une vidéo de sa mère ligotée dans une pièce sombre et lui avait dit que s'il la voulait vivante, il devait fournir des informations sur le syndicat Thornton,
sur la stratégie commerciale, surtout. Il a dit qu'il ne savait pas quoi faire. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il était vraiment désolé. Cassandra se tenait dans un coin, témoin de tout cela, le cœur battant. Elle a vu que Ronan avait sorti son arme, prêt et attendant l'ordre de Gabriel. Elle a vu deux autres gardes dans une posture prête à agir. Et elle a vu Derek Lawson, un homme dans la trentaine au visage endurci, agenouillé sur le sol et pleurant comme un enfant parce qu'il ne pouvait pas protéger sa mère. Gabriel s'est resté immobile pendant un long moment. Ses yeux gris n'ont jamais quitté Derek. Dans le monde interlope, la trahison était punie de mort. Sans exception, sans pitié. Il avait déjà exécuté des traîtres sans hésitation, car c'était le seul moyen de maintenir l'ordre dans son empire. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Il regarda vers Cassandra, la femme debout dans l'ombre avec des yeux verts qui ne jugeaient pas, mais ne suppliaient pas non plus. Puis il se souvint de ce qu'elle avait dit au tribunal, sur la justice, sur la vérité, sur le fait que personne ne devrait être condamné sans une chance de se défendre. « Ronan, » dit Gabriel, sa voix toujours calme, mais changée d'une manière qui ne pouvait être manquée. « Baisse ton arme. » Ronan le regarda avec incrédulité et demanda si son patron était sûr, car cet homme les avait trahis. Gabriel hocha la tête et dit qu'il le savait. Mais Derek était aussi une victime. Cole avait utilisé sa mère comme otage, et dans cette situation, n'importe qui aurait pu faire la même chose. Il se retourna vers Derek, sa voix ferme mais plus glaciale, et dit qu'il lui donnerait une chance. Non pas parce qu'il lui pardonnait, mais parce que quelqu'un lui apprenait que la justice n'avait pas besoin d'être trempée dans le sang. Derek leva la tête, les yeux rouges, et demanda ce que Gabriel voulait qu'il fasse. Gabriel dit que Derek continuerait à agir comme l'espion de Cole. Mais à partir de maintenant, les informations que Derek leur donnerait seraient exactement ce que Gabriel voulait qu'ils sachent. Et en retour, Ronan trouverait et sauverait la mère de Derek. Et acceptait-il? Derek hocha la tête encore et encore, les larmes coulant, disant qu'il acceptait. Il ferait n'importe quoi. Merci, merci patron. Quand Derek fut emmené, Cassandra s'approcha de Gabriel, sa voix douce alors qu'elle demandait pourquoi il ne l'avait pas tué. Gabriel la regarda et ses yeux gris n'étaient plus froids. Ils contenaient quelque chose de plus compliqué. Et il a dit que c'était parce qu'elle lui avait montré qu'il y avait une autre voie, que la vraie force n'était pas de tuer des gens, c'était de transformer un ennemi en allié. 2 jours après que Derek Lawson soit devenu un agent double, Maddie a reçu de lui quelque chose d'inestimable, une adresse IP et un mot de passe pour accéder au système interne de Cole Enterprises. L'accès même que Derek avait reçu pour déposer ses rapports. C'était la porte dérobée dont elle avait besoin, la porte menant directement au cœur noir de l'empire de Harrison Cole. Maddie a travaillé 3 nuits d'affilée dans le petit appartement du Bronx, son ordinateur portable brûlant sur ses genoux, du café froid à côté d'elle, ses yeux injectés de sang par le manque de sommeil, mais ne s'arrêtant jamais de scanner ligne après ligne de code et couche après couche de sécurité. Elle a construit un chemin caché pour s'infiltrer sans être détectée, comme un fantôme glissant à travers les murs numériques sans laisser de traces. Et ce qu'elle a trouvé était plus horrible que quiconque aurait pu l'imaginer. La 3e nuit, Maddie a appelé Cassandra d'une voix tremblante et lui a dit qu'elle devait venir tout de suite, qu'elle avait trouvé quelque chose de terrible. Cassandra a contacté Gabriel immédiatement, et 1 heure plus tard, ils étaient tous les 3 assis dans le penthouse de la tour Thornton, devant l'ordinateur portable de Maddie. Des milliers de pages de documents confidentiels de Cole Enterprises remplissaient l'écran. Maddie a commencé à exposer la situation, sa voix sérieuse comme celle d'une analyste du renseignement professionnel, plutôt que d'une étudiante de 19 ans. Elle a dit que ce procès n'était pas seulement destiné à vaincre M. Thornton, il faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste, car Cole voulait prendre le contrôle de l'ensemble du système portuaire le long de la côte est des États-Unis. Elle a affiché une carte numérique et pointé 3 points rouges vifs sur l'écran et a expliqué que Thornton Industries possédait les 3 plus grandes ports de la côte est. Le port de Newark dans le New Jersey, le port de Baltimore dans le Maryland et le port de Norfolk en Virginie. Ces 3 ports contrôlaient plus de 60% des marchandises importées dans la région. Et si Cole les prenait par la saisie d'actifs après le procès, il obtiendrait le contrôle total de la route de contrebande d'armes transatlantique.
Gabriel fronça les sourcils, disant qu'il savait que Cole convoitait ses ports depuis longtemps, mais il n'avait pas cru que Cole oserait utiliser le système juridique pour les voler si ouvertement. Maddie hocha la tête et continua, disant que c'était parce que Cole avait un soutien puissant. Puis elle a ouvert une autre série de documents qui montraient des registres de transferts et des enregistrements d'appels. Cole avait des relations avec 3 sénateurs du Comité du commerce et 2 juges fédéraux, et il avait payé des millions de dollars pour les corrompre sur une période de 10 ans. C'était la preuve qu'ils étaient intervenus dans des procès pour favoriser Cole, y compris leur affaire. Cassandra sentit un frisson la parcourir. Elle savait que Cole était dangereux, mais l'étendue de son pouvoir et de sa manipulation dépassait de loin ce qu'elle avait imaginé. Il n'était pas seulement un homme d'affaires criminel. C'était une pieuvre avec des bras s'étendant dans tous les coins du système politique et juridique américain. Puis Maddie s'arrêta, son visage pâlissant, alors qu'elle regardait Cassandra et disait qu'il y avait encore une chose. Elle avait trouvé un vieux fichier dans le système, stocké depuis 7 ans et verrouillé derrière plusieurs couches de cryptage. Et il lui avait fallu près d'une journée entière pour l'ouvrir. Et quand elle a fini de lire, et Schroeder a compris pourquoi ils avaient tant essayé de le cacher. Elle a affiché le fichier à l'écran et Cassandra a senti son cœur s'arrêter. Maddie a découvert que l'équipe de Cole n'avait pas seulement détruit les dossiers d'Ethan. Ils les avaient numérisés et cryptés dans leur propre projet privé de liquidation à haut risque, comme un trophée de leur victoire et une référence pour s'assurer qu'aucune piste ne restait. Et sur la dernière page, il y avait une note interne de Cole Enterprises indiquant que le sujet, Ethan Whitmore, avait recueilli suffisamment de preuves pour mettre en danger les opérations, qu'il devait être traité avant la date de l'audience, que la méthode serait d'un accident de la circulation à exécuter par une équipe spéciale, avec la date d'exécution fixée au 11 avril 2018. Cassandra a lu ces lignes, et le monde autour d'elle est semblé s'effondrer. Elle savait que son mari avait été tué. Elle avait lu le dossier de Gabriel à ce sujet. Mais voir l'ordre d'assassinat rédigé dans un langage de bureau froid, comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale ordinaire, était tout autre chose. Ils avaient prévu de tuer Ethan comme s'il n'était qu'un numéro à effacer. Pas un être humain avec des rêves, avec une famille, avec une femme qui l'attendait à la maison. Des larmes ont commencé à couler sur les joues de Cassandra. Pendant 7 ans, elle avait enfermé cette douleur au plus profond de sa poitrine, la transformant en force juste pour survivre chaque jour. Mais maintenant, avec la vérité juste devant elle, tous les murs qu'elle avait construits se sont brisés. Elle pleurait sans un bruit, ses épaules secouées par des vagues, et 7 ans de souffrance se sont déversés comme une cascade qu'elle ne pouvait plus retenir. Gabriel se tenait à côté d'elle, ne disant rien, ne la touchant pas, restant simplement là comme un roc solide au milieu de la tempête. Et Maddie a enroulé ses bras fermement autour de sa sœur, des larmes coulant sur ses propres joues, murmurant qu'il les ferait payer, qu'Ethan serait innocenté, et qu'elle le promettait. Une semaine après la nuit où Maddie a découvert le dossier d'enquête d'Ethan dans le système de Cole Enterprises, Derek Lawson a livré un cadeau encore plus précieux que tout ce qu'ils auraient pu espérer. Il s'est présenté au penthouse de Gabriel à minuit, un iPhone noir à la main, la sueur trempant son front comme s'il venait de courir un marathon à travers l'enfer. Derek a expliqué que Cole avait organisé une fête dans sa propriété des Hamptons ce soir-là, que Derek avait été invité pour rendre compte en personne de l'avancement du procès, et que pendant que Cole, ivre, disparaissait dans une chambre avec une jeune femme, Derek a volé le téléphone personnel que Cole gardait toujours sur lui, celui qui contenait ses secrets les plus sombres et n'était jamais connecté au réseau de l'entreprise. Gabriel a pris le téléphone et ses yeux gris ont brillé d'une lueur dangereuse alors qu'il comprenait ce qu'il tenait. Il a appelé Cassandra et Maddie immédiatement, et lorsque le groupe s'est réuni dans le bureau, Maddie a commencé à déchiffrer le téléphone avec une concentration féroce. Il a fallu près de 2 heures pour franchir chaque couche de sécurité. Mais lorsque l'écran final s'est ouvert, ce qui est apparu a plongé toute la pièce dans un lourd silence. À l'intérieur du téléphone se trouvait un trésor de preuves, suffisant pour entraîner Harrison Cole et tout son empire en enfer. Des milliers de messages avec des politiciens sur des pots de vin et les projets de loi à faire passer. Des courriels détaillant des ventes d'armes illégales avec des organisations terroristes au Moyen-Orient. Des enregistrements de réunions secrètes avec 2 juges fédéraux, présidents des affaires, qui ont bénéficié à Cole.
et une liste de personnes qui avaient été éliminées pour s'être mises en travers de son chemin, avec des notes spécifiques sur la méthode et la date d'exécution. Cassandra était assise là, le cœur battant alors que Maddie faisait défiler page après page de messages. Puis elle l'a vu. Un texto envoyé le 10 avril 2018, 2 jours avant la mort d'Ethan. L'expéditeur était Cole. Le destinataire était un numéro sans nom enregistré. Le message ne contenait que quelques mots. Assez froid pour vous glacer le sang. Occupe-toi de Whitmore. Fais en sorte que ça ressemble à un accident. Termine avant le 12. Et en dessous, une réponse envoyée le 12 avril. C'est fait. Pas de témoins. La police a conclu à un accident dû à un pneu éclaté. Cassandra a lu ces lignes et le monde autour d'elle a semblé disparaître. Elle savait que Cole avait tué Ethan. Elle avait lu les dossiers. Elle avait vu les preuves. Mais voir ce message, voir l'ordre de tuer son mari écrit en à peine une poignée de mots, aussi nonchalamment que de commander quelque chose en ligne, était tout autre chose. Elle ne pouvait plus respirer, sa poitrine se serrant comme si un poing s'était refermé autour d'elle. Et avant qu'elle ne puisse se contrôler, elle s'est pliée sur la table, les épaules secouées, un sanglot étranglé s'échappant du plus profond de sa gorge. Maddie a enroulé ses bras autour d'elle aussitôt, des larmes coulant sur son propre visage. Et les deux sœurs se sont accrochées l'une à l'autre et ont pleuré dans cette pièce, remplie de preuves des crimes commis par l'homme qui avait volé la personne qu'elles aimaient le plus. Gabriel se tenait à côté d'elle, observant en silence, ses yeux gris s'assombrissant d'une douleur qu'il ne connaissait que trop bien. Puis, il a fait quelque chose qu'il n'avait fait pour personne en 15 ans. Il s'est approché de Cassandra et a posé une main sur son épaule, douce mais ferme. Un petit geste qui contenait plus de compassion que les mots ne pourraient jamais emporter. Cassandra a levé la tête, ses yeux verts rouges de larmes. Et à ce moment-là, elle a vu quelque chose en Gabriel qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la tendresse sous la carapace froide, le chagrin d'un homme qui avait perdu sa sœur de la même manière, et la compréhension d'une âme blessée qui correspondait à la sienne. Cette nuit-là, après que Maddie se soit endormie dans le salon du penthouse, Cassandra est sortie sur le balcon. Elle a laissé le vent froid de Manhattan caresser son visage taché de larmes. Elle n'a pas été surprise quand elle a entendu des pas derrière elle et que Gabriel était venu se tenir à ses côtés. Tous deux regardaient la ville scintiller en contrebas. « Demain, c'est le dernier jour », a dit Cassandra, sa voix rauque après des heures de pleurs. « Nous avons toutes les preuves dont nous avons besoin. Mais j'ai toujours peur. Peur que Cole trouve un moyen de s'en sortir. Peur que la justice soit à nouveau écrasée. » Gabriel se tourna vers elle et ses yeux gris n'étaient plus froids. Ils semblaient plus chauds sous le clair de lune. Et il a dit que Cole ne s'échapperait pas. Il le lui a promis. Et quoi qu'il arrive, il la protégerait, elle et Maddie, à tout prix. Il avait perdu sa sœur à cause de Cole et il ne laisserait pas Cassandra perdre quelqu'un d'autre. Cassandra le regarda. Et à ce moment, dans l'air froid de minuit sur le balcon du penthouse, elle sentit un fil invisible les rapprocher. Pas de l'amour, pas encore, mais quelque chose de plus profond. Une compréhension entre deux hommes blessés et une promesse tacite qu'ils affronteraient ensemble la tempête à venir. À 4 heures du matin, le dernier jour du procès, le téléphone de Ronan a sonné avec une insistance stridente qui a brisé le calme du penthouse de Gabriel. Un message de l'équipe de sécurité surveillant l'appartement de Cassandra dans le Bronx signalait une effraction. Des intrus étaient restés à l'intérieur pendant environ 10 minutes avant d'être détectés. Et lorsque l'équipe de sécurité s'est précipitée à l'intérieur, les hommes ont disparu dans la nuit. Cassandra a entendu la nouvelle et a senti une lame froide lui glisser le long de la colonne vertébrale. Même si elle et Maddie étaient restées au penthouse sur l'insistance de Gabriel depuis 3 jours, l'idée que son petit appartement ait été violé la faisait encore frissonner. Gabriel a immédiatement envoyé Ronan vérifier la scène. 1 heure plus tard, le chef de la sécurité est revenu, la mâchoire serrée et une boîte à la main. Il l'a posée sur la table et a soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait la photo de mariage de Cassandra et Ethan, la seule chose qu'elle avait emportée de son ancienne vie, maintenant déchirée en des dizaines de morceaux déchiquetés. À côté, un bout de papier portait un message écrit à l'encre rouge, comme du sang. « Recule ou meurs comme ton mari ». Cassandra a regardé les fragments déchiquetés de cette photo de mariage, ses mains tremblantes, non pas de peur, mais de rage. Pendant 7 ans, elle avait vécu dans le noir, enduré la perte et l'humiliation.
Et maintenant, il pensait pouvoir la menacer en déchirant la dernière relique de son mari. Elle a levé la tête, ses yeux verts brûlants de détermination, et a dit qu'ils iraient quand même au tribunal. Elle ne reculerait pas. Gabriel a hoché la tête. Il n'attendait rien d'autre de cette femme. Il a ordonné à Ronan de préparer le convoi avec le plus haut niveau de sécurité. 3 VUS blindés, 12 gardes entièrement armés et un itinéraire alternatif vers le palais de justice pour éviter toute embuscade possible. Ils ont quitté le penthouse à 7 heures du matin. L'air était encore sombre de brume. Les rues de Manhattan plus calmes que d'habitude à 7 heures. Cassandra était assise dans le VUS du milieu avec Gabriel et Maddie. La jeune fille serrait l'ordinateur portable qui contenait toutes les preuves qu'il présenterait au tribunal aujourd'hui. Personne ne parlait, l'air lourd de tension et du sentiment que quelque chose allait arriver. Ils étaient à peu près à mi-chemin lorsque Ronan a soudainement crié à la radio qu'il y avait une embuscade devant. Cassandra a regardé par la fenêtre et son cœur a semblé s'arrêter. 3 véhicules blindés noirs bloquaient la route et des dizaines d'hommes en noir en sont sortis, masqués, portant des fusils d'assaut. Ce n'étaient pas des voyous de rue. Ils se déplaçaient avec la précision synchronisée de mercenaires professionnels, des tueurs à gages qui finiraient le travail à tout prix. Ronan a crié au chauffeur de faire marche arrière, mais il était trop tard. 2 autres VUS les avaient bloqués par derrière, les piégeant comme une proie dans un piège. Les coupes de feu ont explosé, les balles frappant la carrosserie blindée avec un son de grêle stridente. Le verre par balle s'est fissuré, mais a tenu. Les gardes de Gabriel sont sortis et ont riposté, et la rue calme s'est transformée en un champ de bataille en un instant. Cassandra a serré Maddie contre elle, son corps protégeant sa sœur, son pouls battant à tout rompre alors que les tirs crépitaient tout autour d'eux. Gabriel a sorti un pistolet de l'intérieur de sa veste de costume, a vérifié le chargeur, puis s'est tourné vers Cassandra avec des yeux gris plus durs que jamais. Il a dit que s'il arrivait quelque chose, elle devait courir, ne pas regarder en arrière, amener Maddie au palais de justice et présenter les preuves. C'était ce qui comptait le plus. Cassandra a secoué la tête, sa voix tremblante mais inflexible, et a dit non. Elle ne pouvait pas perdre quelqu'un d'autre. Elle avait perdu Ethan. Elle avait tout perdu. Elle ne pouvait pas regarder une autre personne mourir à cause d'elle. Gabriel la regarda. Et dans ce chaos, au milieu des coups de feu et des cris, il a vu quelque chose dans le vert brillant de larmes de ses yeux qu'il n'avait jamais vu chez personne auparavant. Une réelle inquiétude pour lui. Non pas parce qu'il était un puissant caïd ou un milliardaire, mais simplement parce qu'il était Gabriel, l'être humain sous toute l'armure. Le combat a duré près de 10 minutes, aussi longue qu'une vie pour les personnes à l'intérieur du VUS. Ronan et les gardes se sont battus avec acharnement, mais ils étaient submergés par le nombre. 2 hommes étaient déjà blessés et le cercle se resserrait. Cassandra a pensé que c'était de la fin, qu'elle mourrait sans traduire Cole en justice. Qu'Ethan ne serait jamais innocenté. Pas vraiment, pas aux yeux du monde. Puis elle a entendu des sirènes déchirer l'air. Pas une, mais des dizaines. Des voitures de police et des VUS noirs avec les lettres FBI flamboyantes sur leur côté, affluant de toutes les directions, encerclant les mercenaires comme des loups, refermant un cercle. L'agent spécial Thomas Reed, l'homme dont Gabriel avait suivi le signal GPS de leur convoi dans le cadre d'une protection de témoins, a sauté du véhicule de tête, son arme à la main, et a crié que c'était le FBI. « Lâchez vos armes, vous êtes cernés. » Les mercenaires ont réalisé que la situation était désespérée. Certains ont couru, d'autres ont jeté leurs armes et se sont rendus. Et en quelques minutes, la bataille était terminée. Cassandra a laissé échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait, des larmes coulant sur ses joues sans qu'elle s'en aperçoive. Et quand Gabriel a posé une main sur son épaule pour confirmer qu'elle était en sécurité, elle a réalisé qu'elle tremblait de manière incontrôlable. Ils avaient survécu. Et maintenant, il était temps de tout traîner à la lumière. Cassandra est entrée dans la salle d'audience à 9 heures ce matin-là, seulement 30 minutes plus tard que prévu après l'horrible embuscade. Elle portait toujours le tailleur marine que Gabriel lui avait donné, mais il était maintenant froissé et maculé de poussière. Une longue égratignure courait de sa tempe à sa joue gauche, là où un éclat de verre l'avait frappé pendant la fusillade, et ses cheveux auburn s'étaient échappés du chignon soigné qu'elle portait plus tôt. Mais ses yeux verts brûlaient toujours de détermination, plus féroces que jamais.
car elle était allée trop loin pour s'arrêter, avait trop perdu pour se rendre. Et aujourd'hui était le jour où 7 ans d'attente prendraient enfin fin. Au moment où elle a franchi les portes de la salle d'audience, toutes les têtes se sont tournées. Une vague de murmures a parcouru la pièce comme une houle, et les journalistes ont martelé leur clavier en observant son apparence malmenée. Cassandra ne se souciait de rien de tout cela. Elle s'est concentrée sur une seule personne assise au dernier rang. Harrison Cole. Son visage est devenu pâle comme du papier quand il a vu qu'elle était en vie. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité avant de se durcir de peur en réalisant que l'embuscade avait échoué et qu'elle était toujours là, prête à l'entraîner en enfer. La juge Chen a frappé de son marteau pour rétablir l'ordre, son expression sévère, mais ses yeux vacillant d'inquiétude en se posant sur la coupure sur le visage de Cassandra. Elle a demandé si Mademoiselle Whitmore avait besoin de soins médicaux et si elle pouvait continuer dans son état. Cassandra a secoué la tête. Sa voix a retenti, claire et stable. Votre honneur, je peux continuer, et j'ai de nouvelles preuves qui doivent être présentées immédiatement. Des preuves qui changeront toute cette affaire. Richard Graves s'est levé d'un bond, objectant que la défense ne pouvait pas introduire de nouvelles preuves à la dernière minute sans préavis à l'accusation. Cassandra s'est tournée vers Graves, ses yeux froids comme de la glace, et a dit qu'elle croyait que M. Graves serait très intéressé par ces preuves, car elles le concernaient directement. Le visage de Graves a changé un instant, mais il a forcé son calme à revenir et a demandé ce qu'elle insinuait. La juge Chen a ordonné à Cassandra de procéder. Cassandra a ouvert la mallette que Maddie avait préparée, remplie de copies imprimées de centaines de pages de preuves tirées du téléphone de Harrison Cole. Elle a remis les documents au greffier du tribunal et a commencé. Votre honneur et membre du jury, voici la preuve que l'ensemble de ce procès est une conspiration orchestrée par Harrison Cole, président-directeur général de Cole Enterprises. Conçu pour saisir les actifs de Thornton Industries, en particulier les 3 plus grands ports de la côte est des États-Unis, pour servir son opération de contrebande d'armes transnationales. La salle d'audience a éclaté en murmures et en objections criées du côté de Cole. Mais Cassandra ne s'est pas arrêtée. Elle a parcouru les preuves pièce par pièce, des courriels discutant de pots de vin versés à 3 sénateurs et 2 juges fédéraux, des enregistrements de réunions secrètes sur des ventes d'armes, et une liste de personnes que Cole avait ordonné de tuer pour avoir osé se mettre en travers de son chemin. Puis elle a marqué une pause, sa voix s'abaissant alors qu'elle atteignait la partie la plus douloureuse. Et d'ici, votre honneur, se trouve un message du téléphone personnel de Harrison Cole ordonnant l'assassinat de mon mari, l'avocat Ethan Whitmore, le 10 avril 2018. Les mots étaient « Occupe-toi de Whitmore, fais en sorte que ça ressemble à un accident ». Et 2 jours plus tard, Ethan est mort dans un accident de voiture que la police a jugé causé par un pneu éclaté. Cole s'est levé d'un bond, le visage rouge de rage, criant que les preuves étaient fabriquées, que c'était un complot de Thornton pour le piéger, exigeant que le tribunal rejette tout. Mais Cassandra n'avait pas fini. Elle s'est tournée vers Graves, son regard aussi tranchant qu'un couteau, et a dit qu'il y avait plus. Votre honneur, le téléphone de Cole contenait également des registres d'un virement de 2 millions de dollars au procureur Richard Graves pour s'assurer qu'il gagnerait cette affaire à tout prix. Graves est devenu livide. Il a bafouillé des dénégations. Mais lorsque Cassandra a produit une copie du virement bancaire, montrant le nom du destinataire en toutes lettres, il s'est figé sur son siège comme une statue. La juge Chen a martelé son marteau à plusieurs reprises pour rétablir l'ordre dans une salle d'audience sombrant dans le chaos. Son visage plus dur que jamais, elle a déclaré que sur la base des preuves présentées, le tribunal rejetait toutes les charges contre M. Gabriel Thornton et ordonnait aux Marshals des États-Unis d'arrêter immédiatement Harrison Cole pour corruption, complot en vue de commettre un meurtre et trafic d'armes illégal, et d'arrêter le procureur Richard Graves pour acceptation de pots de vin et obstruction à la justice. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes et 4 Marshals sont entrés. Des menottes froides se sont refermées sur les poignets de Harrison Cole alors qu'il continuait de crier qu'il les poursuivrait tous, qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Cassandra se tenait là et regardait l'homme qui avait assassiné son mari être emmené, menotté. Et 7 ans de larmes, 7 ans de souffrance, 7 ans d'attente dans le noir comme un fantôme invisible. Tout cela valait ce moment. Elle s'est tournée vers Gabriel,
L'homme debout à la table de la défense avec des yeux gris brillants de quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Et elle a su que la justice était enfin arrivée. Non seulement pour Ethan, mais pour Lily, la sœur de Gabriel, et pour chaque vie innocente que Cole avait volée. 2 semaines après le procès historique, la vie de Cassandra Whitmore a complètement changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'histoire d'une agente d'entretien qui s'est levée pour défendre un chef de la mafia et a exposé l'une des plus grandes conspirations criminelles de l'histoire américaine a fait la une de tous les journaux, du New York Times au Washington Post, de CNN et Fox News. Et son visage est apparu sur toutes les chaînes avec le titre d'héroïne de la justice. Des dizaines des cabinets d'avocats les plus prestigieux des États-Unis lui ont envoyé des offres. Des salaires à 6 chiffres, des promesses d'avancement rapide, les mêmes opportunités dont elle avait rêvé 7 ans plus tôt avant qu'elles ne lui soient arrachées avec une cruauté impitoyable. Mais Cassandra les a toutes refusées. Elle avait vu trop clairement comment le système juridique pouvait être tordu par l'argent et le pouvoir. Elle avait vu des avocats chers vendre leur conscience pour servir les riches. Et elle ne voulait pas faire partie de ce monde. Elle voulait construire quelque chose de différent. Quelque chose dont Ethan aurait été fier s'il était encore en vie. Un après-midi, Gabriel lui a tendu une clé et une adresse au cœur de Manhattan, n'offrant aucune explication, lui disant seulement d'aller voir. Cassandra est arrivée et s'est arrêtée net devant un immeuble de 5 étages avec une vieille façade en briques rouges. Et sur la porte principale, il y avait une toute nouvelle plaque qui disait « Whitmore et associés, cabinet d'avocats pro bono ». Elle s'est retournée vers Gabriel derrière elle, les yeux écarquillés d'incrédulité, et a demandé ce qu'il avait fait. Gabriel haussa les épaules, sa voix calme, comme s'il avait acheté une tasse de café au lieu d'un immeuble à Manhattan, et a dit que ce n'était pas un cadeau. C'était un investissement. Il croyait en elle. Il croyait qu'elle utiliserait cet endroit pour aider les gens qui ne pouvaient pas se payer d'avocat, comme elle l'avait aidé autrefois. Et c'était quelque chose qui valait la peine d'investir. La même semaine, Maddie a reçu sa propre bonne nouvelle lorsque l'agent spécial Thomas Reed l'a appelé pour lui dire que le FBI avait accepté sa candidature. Sur la base de l'impressionnante capacité de piratage qu'elle avait montrée lors de l'enquête sur Cole. Et sur la recommandation directe de Reed, c'est qu'elle commencerait sa formation à Quantico à l'automne. Le premier pas pour devenir une spécialiste de la cybersécurité pour l'agence de maintien de l'ordre la plus puissante du pays. Cassandra a serré sa sœur dans ses bras et a pleuré, non pas de tristesse, mais de fierté. Car la fillette orpheline de 12 ans qu'elle avait autrefois protégée avait grandi et trouvé sa propre voie. Un dimanche matin, Cassandra s'est rendue au cimetière de Greenwood à Brooklyn, où Ethan reposait depuis 7 ans. Elle a déposé un bouquet de roses blanches sur sa tombe, s'est assise à côté de la pierre tombale gravée de son nom, et pour la première fois en 7 ans, elle a parlé à Ethan non pas avec colère ou souffrance, mais avec paix. Elle lui a parlé du procès, de l'arrestation de Cole qui risquait maintenant la prison à vie, de la justice enfin rendue pour lui et pour toutes les autres personnes innocentes que Cole avait détruites. Puis elle a dit ce qu'elle portait dans son cœur depuis des semaines, qu'elle était prête à vivre à nouveau, qu'elle ne l'oublierait jamais, qu'elle l'aimerait pour toujours, mais qu'elle ne pouvait pas rester figée dans le passé, qu'il aurait voulu qu'elle soit heureuse, et elle pensait d'avoir trouvé quelqu'un qui pourrait lui donner cela. Ce soir-là, Gabriel est venu la chercher et lui a dit qu'il voulait l'emmener dans un endroit spécial. Ils ont traversé le pont de Brooklyn pour entrer dans un quartier plus ancien de bâtiments en briques grises et d'allées sombres où Cassandra n'avait jamais mis les pieds. Gabriel s'est arrêté devant un immeuble d'appartements délabré de 5 étages, la peinture écaillée, les fenêtres barricadées, puis il l'a conduite par un escalier de secours rouillé jusqu'à ce qu'il se tienne sur le toit, regardant Manhattan scintiller de l'autre côté de la rivière comme une mer de lumière. Il lui a parlé de son enfance, de l'appartement d'une pièce où il avait vécu avec sa mère et Lily. Des nuits où la faim les rongeait parce que sa mère avait 3 emplois et ne pouvait toujours pas se permettre assez de nourriture. De son père qui était parti quand Gabriel avait 5 ans et n'était jamais revenu. Il lui a parlé de Lily, la jeune fille brillante au sourire de soleil, de son rêve de devenir médecin, et du jour où il a appris qu'elle était morte dans un accident de voiture qu'il savait ne pas être un accident. Il lui a parlé de sa mère, une femme usée par le chagrin,
qui est morte seulement 2 ans plus tard, le laissant seul à 22 ans avec un cœur plein de haine et un vœu de vengeance à tout prix. Cassandra a écouté, des larmes coulant sur ses joues, et elle a compris que Gabriel n'était pas seulement le froid chef de la mafia que le monde imaginait. Il était un garçon pauvre et orphelin qui avait grandi dans la perte, tout comme elle. Et il avait utilisé cette douleur pour construire un empire, de la même manière qu'elle avait utilisé sa propre douleur pour continuer à respirer chaque jour. J'ai tout perdu, a-t-il dit, sa voix basse et rauque dans le vent de la nuit. Mais tu m'as montré qu'il y avait une autre voie, que la justice n'a pas besoin d'être trempée dans le sang, que tu peux trouver la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Tu m'as changé, Cassandra, et je ne sais pas comment te remercier. Cassandra se tourna vers lui, ses yeux verts rencontrant ses yeux gris sous la lune, et elle lui dit qu'elle n'avait pas besoin de ses remerciements. Elle avait seulement besoin de lui, ici, à ses côtés. Gabriel leva une main et écarta doucement une mèche de cheveux de son visage. Et à ce moment, sur le vieux toit où il s'était assis seul, regardant les étoiles et rêvant d'une vie meilleure, il se pencha et l'embrassa. Le premier baiser de 2 âmes blessées, se trouvant dans la nuit, tandis que Manhattan scintillait en contrebas comme des millions d'étoiles les bénissant. 1 an plus tard, la lumière du soleil matinal s'est glissée à travers le mur de verre du penthouse de la tour Thornton, réveillant Cassandra Whitmore du sommeil le plus paisible qu'elle ait eu en 8 ans. Elle a ouvert les yeux et s'est retrouvée dans les bras de Gabriel, sa tête reposant sur sa poitrine, écoutant son rythme cardiaque régulier et apaisant comme une berceuse. 1 an plus tôt, elle était une agente d'entretien invisible au palais de justice fédéral de Manhattan, vivant dans un appartement exigu du Bronx avec un salaire mensuel de 4 200 $, le cœur couvert de cicatrices. Maintenant, elle se réveillait chaque matin à côté de l'homme qui lui avait donné une raison de croire à nouveau en l'amour, dans un penthouse surplombant tout Manhattan, avec une vie dont elle n'avait jamais osé rêver. Gabriel était réveillé depuis longtemps, ses yeux gris la regardant avec une tendresse que le monde extérieur ne voyait jamais. Il lui a dit qu'il y avait quelque chose qu'il voulait lui demander, puis a attrapé une petite boîte en velours qu'il avait cachée sous l'oreiller la nuit précédente. Quand il l'a ouverte, Cassandra a vu une bague simple avec un petit diamant. Pas le bijou d'1 million de dollars que les gens attendraient d'un milliardaire, mais une bague plus ancienne au design classique, estompée par le temps. Gabriel a expliqué que c'était la bague de sa mère, la seule chose qu'elle lui avait laissée avant de mourir, et il l'avait gardée pendant 15 ans, attendant la femme digne de la porter. Et cette femme, c'était elle, Cassandra. Voudrait-elle devenir sa femme? Des larmes ont coulé sur les joues de Cassandra alors qu'elle hochait la tête et disait oui, 1000 fois oui. Gabriel a glissé la bague à son doigt, et à ce moment, 2 âmes blessées ont trouvé un havre de paix l'une en l'autre. Cet après-midi-là, Cassandra est entrée dans la salle d'audience fédérale de Manhattan, non pas en tant qu'agente d'entretien ou accusée, mais en tant qu'avocate de la défense pour une jeune femme accusée de fraude par l'entreprise même pour laquelle elle travaillait. L'histoire de sa cliente a fait penser Cassandra à elle-même 8 ans plus tôt, une femme douée écrasée par le système simplement pour avoir osé s'opposer aux puissants. Elle a jeté un coup d'œil vers le dernier rang et a vu Maddie assise là, en uniforme de stagiaire du FBI. Et à côté d'elle, Gabriel en costume noir, tous deux lui souriant avec un encouragement constant. Cassandra s'est retournée vers le jury, a pris une profonde inspiration et a commencé sa plaidoirie. Elle a dit que la justice ne dépendait pas du prix du costume que vous portiez ou du nom du cabinet d'avocats que vous engagiez. Elle dépendait de la vérité et du courage de ceux qui étaient prêts à se lever pour la défendre. Alors qu'elle se tenait là, devant 12 visages dans le box des jurés, Cassandra a réalisé que sa vie avait bouclé la boucle. D'une étudiante en droit pleine d'espoir à Harvard, à une veuve dépouillée de tout, à une agente d'entretien invisible dans l'ombre, et maintenant une avocate défendant les vulnérables, comme elle l'avait été autrefois. Elle s'est dit qu'à partir des plus profondes brisures, nous pouvons construire la plus belle des choses, et c'était la leçon que la vie lui avait apprise à travers 8 années de souffrance et d'attente. L'histoire de Cassandra Whitmore nous rappelle à tous qu'aucune nuit ne dure éternellement, que la justice peut arriver tard, mais elle arrivera, que l'amour peut éclore même dans les cœurs qui ont été blessés, et que chacun d'entre nous, qu'il s'agisse d'un agent d'entretien tenant une serpillière ou du plus puissant caïd de la ville, mérite une seconde chance dans la vie.
Si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement de notre chaîne. Appuyez sur j'aime et partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez afin qu'elles puissent entendre des histoires émouvantes comme celle-ci tous les jours. Nous aimerions vraiment savoir ce que vous pensez de l'histoire de Cassandra et Gabriel, si elle vous rappelle quelque chose de votre vie réelle et quelle leçon vous a le plus fait réfléchir. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour que nous puissions entendre ce qu'il y a dans votre cœur, car chaque histoire n'est complète que lorsque quelqu'un l'écoute et la partage. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Rappelez-vous que peu importe à quel point la vie est difficile, gardez votre foi et n'abandonnez jamais l'espoir. Car comme Cassandra l'a prouvé, des miracles peuvent se produire au moment exact où vous pensez que tout est fini. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.